Bienvenue sur Ultra Mental, le podcast de référence en préparation mentale dans l'univers du trail running. Ici, chaque semaine, je reçois des athlètes, des experts et des passionnés pour des échanges inspirants autour d'un même sujet: comment développer un mental solide, performant et serein sur les sentiers comme dans la vie. Vous trouverez ici des clés concrètes, des histoires puissantes et peut-être même un peu d'inspiration pour repousser vos limites. Moi, c'est Pierre, je suis préparateur mental spécialisé dans les sports d'endurance et j'accompagne les sportifs, mais aussi les entrepreneurs et les dirigeants à aligner leur mental pour performer avec plus de fluidité. N'oubliez pas de liker, partager et commenter cette vidéo, c'est super important pour son référencement. Allez, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Pause Mentale où on va aujourd'hui essayer de répondre à cette question: les réseaux sociaux, inspiration ou sabotage? L'idée est en fait de comprendre pourquoi la comparaison sociale. Est-ce que c'est normal pour nous de se comparer? Est-ce que c'est quelque chose qui est juste né là depuis une quinzaine d'années avec les réseaux sociaux? Et surtout, pourquoi nous, ça va nous toucher dans notre sport? Donc là, en particulier dans les sports d'endurance et dans le trail. Pourquoi et qu'est-ce que ça peut faire? Est-ce que ça peut nous faire du bien? Est-ce que ça nous fait du mal? Est-ce que c'est égal? Voilà, on va essayer de répondre à cette question. Pour ce faire, on va faire quelque chose d'un peu détaillé, où je vais tâcher de recontextualiser cette notion de comparaison dans le temps. Depuis quand est-ce qu'on parle de comparaison sociale? À quelle époque? Pourquoi? Comment? Et comment cela a été un peu théorisé par les psychologues? Et ensuite, on va essayer de trouver justement, je vais vous expliquer pourquoi la comparaison a un lien direct avec l'estime de soi, et parce que c'est pas forcément évident au premier abord, et pourquoi justement de se comparer peut avoir un impact très, très fort sur l'estime de soi et in fine sur la confiance en soi, qui sont tous les 2 étroitement liés. Et dans une dernière partie, je tâcherai de vous donner des éléments pour justement se détacher de cette comparaison sociale, sans pour autant se couper du collectif. Parce que c'est quand même un écueil qu'on peut avoir si on décide de vivre dans une grotte aujourd'hui. On se coupe du collectif, et évidemment, le collectif, c'est ultra important aussi, ne serait-ce que pour son estime, mais pour sa place dans la société, et cetera. Bon, ça, je vais pas théoriser là-dessus, mais voilà. Comment arriver à se détacher de cette comparaison sans se couper du collectif? Ça sera la finalité de cet épisode. Allez, c'est parti. Donc déjà, la comparaison sociale, si on veut reprendre quelques bases théoriques, il faut remonter, alors pas si loin que ça, hein, il faut remonter en 1954 avec le psychologue Léon Festinger, qui justement a théorisé la comparaison sociale avec des grandes bases et des grandes tendances. Donc l'idée, c'est pas de vous l'expliquer, mais c'est de se servir je vais me servir de quelques notions que Léon Festinger a théorisées justement, pour qu'on puisse un peu comprendre ce qu'est ce phénomène de comparaison sociale. Lui, il part d'un constat assez simple, c'est que quand on n'a pas de repère objectif pour s'évaluer en tant qu'être humain, on va se comparer aux autres. L'être humain a un besoin fondamental de s'auto-évaluer. C'est comme ça, on a besoin de savoir si on est compétent, si on est à sa place, si on progresse. On a besoin de savoir quelque part ce qu'on vaut. Et pour répondre à ces questions, eh bien, on se compare. Donc soit on se compare à un repère objectif, et si on n'en a pas, on se compare aux autres. Pour arriver tout de suite au sport d'endurance et au trail, pourquoi est-ce que ça favorise autant la comparaison? Tout simplement parce que le sport d'endurance, il coche toutes les cases de la comparaison sociale. Parce que déjà, absolument tout est mesurable. Le nombre de kilomètres parcourus, de dénivelé, le chrono, nos allures, notre fréquence cardiaque, le classement final évidemment. On voit très 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 souvent, par exemple, des gens comparer leur fréquence cardiaque. Donc il faut un peu creuser pour comprendre que peut-être il y a des personnes qui vont avoir une fréquence cardiaque à 160 et d'autres à 200. Mais derrière, les performances physiologiques, vont être, je vais pas dire les mêmes parce que personne n'a les mêmes performances, mais ça ne veut pas dire grand-chose au final. Ça peut expliquer quelque chose, mais d'en tirer une conclusion juste en regardant je sais pas moi, une publication Strava, n'a vraiment aucune incidence, et là, on commence à toucher à quelque chose qui peut devenir néfaste. Donc même à l'entraînement, évidemment, il y a des chiffres. D'ailleurs, Strava a rendu l'entraînement chiffré. Donc la performance est visible partout. On parle de Strava pour nous, les athlètes d'endurance, coureurs à pied, triathlètes, vélo, cyclistes, et cetera. Les réseaux sociaux derrière, parce qu'évidemment, quand on publie sur Strava derrière, on peut continuer à publier sur Instagram, et évidemment les résultats, et cetera. Donc en fait, la comparaison, qui était peut-être avant un peu plus occasionnelle, devient quasi permanente aujourd'hui.
Dans cette comparaison, il est intéressant de noter qu'on aura assez peu de critères internes, c'est-à-dire de critères, de ressenti. On n'aura jamais dans cette comparaison, est-ce que je compare le plaisir que je prends? Est-ce que je compare mes ressentis? Est-ce que je compare, ma progression personnelle? Tout ça, c'est beaucoup, beaucoup moins visible parce que c'est pas des et ça s'utilise pas comme point de repère. C'est ça qui est assez intéressant. On est, assez dans l'immédiateté, on n'analyse pas, le cerveau, vraiment, il consomme cette donnée sans, chercher à l'analyser parce qu'on en a vraiment beaucoup trop, donc on n'a absolument pas le temps d'analyser ça. Par contre, évidemment, si je vous dis analyser, les, performances Strava que vous regardez je sais pas, les personnes que vous suivez, vous allez me dire: «Beh, je suis pas là pour ça, j'ai pas que ça à faire, je suis juste là en train de regarder et tout». Oui, mais juste là en train de regarder, c'est justement là que, le mal peut se faire. Pour terminer avec, notre, psychologue Festinger, il a je vais vulgariser évidemment, mais il distingue 2 grands mouvements dans la comparaison. Il appelle ça la comparaison ascendante, c'est-à-dire se comparer à plus fort que soi. Donc, pour nous, ça sera quelqu'un qui va courir plus vite, qui va faire plus de volume, qui va enchaîner des ultras, quelqu'un qui récupère mieux, qui va courir tout de suite après, des courses, et cetera. Donc on peut avoir des effets positifs, ça peut donner de l'inspiration, de la motivation, de la projection. Depuis alors là, il est un peu moins visible, mais on va dire qu'il est un peu moins à la mode, notre ami Casquette Verte. Aujourd'hui, on est plus sur du Clem qui court, Théo Détienne et compagnie. Il y a encore quelques temps, voilà, c'était Casquette Verte et tout le monde se comparait à Casquette Verte. Ça donnait quand même beaucoup d'inspiration aux gens. Ça motivait vraiment les gens. Donc ça, c'était vraiment un effet positif. Après, peut-être que ça, l'effet négatif, c'est que il invite à, entre guillemets, c'est un bon exemple de ce qu'il ne faut pas faire, la blessure permanente. Dans quel état physique il sera dans 5 ou 10 ans, ben on verra bien. Mais on est quand même dans l'immédiateté. Donc voilà. Donc ça peut amener des effets positifs, mais justement, quand l'écart est trop grand entre nous et l'objet, la personne avec qui on se compare, ça peut être mal vécu. C'est-à-dire, on peut être complètement découragé, on peut avoir ce sentiment d'illégitimité, donc de se dire, ouais, je suis pas légitime pour courir parce que moi, je cours 2 fois par semaine, je fais 40 kilomètres, j'en sais rien, et lui, il en fait 180. Et évidemment, se dévaloriser. Donc tout ça, on va rentrer dans un schéma pas cool, où l'estime de soi va être touchée, et donc la confiance. Et au lieu de se tirer vers le haut, bah, la comparaison va surtout nous rappeler ce que l'on ne sait pas faire, ce que l'on fait moins bien que les autres, plutôt que de se dire bah oui, ça je le fais aussi bien, ça je sais faire, ça je sais faire, ça je sais faire. On va souvent comparer avec ce que nous ne savons pas faire. Et du coup, en opposition à la comparaison ascendante, on va retrouver la comparaison descendante, se comparer à moins fort que soi. Et évidemment, l'effet positif, regain de confiance temporaire peut-être, mais voilà, on va être rassuré, on va se sentir un peu au-dessus, l'ego va se sentir un peu protégé, un peu revigoré. Mais après, l'autre problème, c'est toujours pareil, c'est que on va devenir, on peut développer une certaine dépendance justement de ce regard des autres et justement une fragilité dès que quelqu'un va faire mieux que nous. Si on a l'habitude de se rassurer, d'être en réassurance en se comparant de cette manière-là avec des gens moins forts que nous, dès que quelqu'un va être plus fort que nous, on va se dire: «Ouh là là, mince, mais qu'est-ce qui se passe?» Donc c'est encore une fois pas une bonne solution. Et ce que fait Stinger, parce qu'on est dans les années 1954, il n'avait pas prévu forcément, et qui change tout aujourd'hui, c'est que lui, il parlait d'un monde où la comparaison était ponctuelle et où le groupe de référence était, limité. Donc je vous donne un exemple, encore une fois sportif. La comparaison est ponctuelle et limitée. On est dans les années, je dis une bêtise, 80, 70-80. On fait du sport, on fait de la course à pied, on va 1 fois ou 2 par semaine à son club. Donc on va se comparer, à ce moment-là à son club et on fait la course, 1 fois de temps en temps le week-end. Voilà, donc là les points de comparaison de notre sport sont très ponctuels et sont très limités. Donc ils se limitent dans le temps et ils sont aussi limités par le groupe de référence auquel on se compare. Donc là, on va se comparer au club, par exemple. Je sais pas s'il y a 5, 10, 15, 20 personnes. Et dans un grand club, on va se comparer en général aux personnes de son âge. Si on a 12 ans, on va se comparer aux personnes de 12 ans. Si on est vétéran, je sais plus, ça n'existe plus, mais master, je sais pas combien, où on a 60 ans, on va pas se comparer aux gamins de 14 ans. Donc voilà, on avait une espèce de cercle de comparaison assez limité. Mais aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. La comparaison, c'est 24 heures sur 24. C'est quand on scrolle avant de se coucher, et ce qu'il ne faut absolument pas faire. C'est quand on scrolle au réveil, ce qu'il ne faut encore pas faire du tout.
Pourquoi? Parce que ça sert absolument à rien, mais on le fait. Je m'inclus dedans comme ça, parce que je le fais aussi évidemment, mais ça n'apporte rien en fait. Et en fait, on est en comparaison 24 heures sur 24 avec un cercle qui est devenu énorme et surtout avec des gens qu'on ne connaît pas. Donc là, on est en train d'y mettre, tous les ingrédients pour que ça parte en vrille. On connaît pas les gens à qui on se compare, on sait pas quelles sont leurs contraintes, on les connaît pas du tout et surtout, cette comparaison, via les réseaux, elle montre une réalité qui n'en est pas une en fait. C'est une réalité filtrée, c'est quelque chose qu'on souhaite montrer à quelqu'un et que nous on reçoit. Donc, c'est une réalité qui est complètement déformée. C'est une photo prise à l'instant T et nous on la prend pour argent comptant. Après on a d'autres idées qui sont très intéressantes et qui sont un peu plus proches de nous. Par exemple, on a Bunk et Gibson en 2007, qui expliquent justement que la comparaison est un mécanisme humain complètement normal. Et le problème, c'est pas la comparaison en soi. C'est exactement ce que vont montrer leurs travaux. Au milieu des années 2000, ils expliquent justement que la comparaison sociale peut être un fort levier de progression, mais également, dans les mêmes proportions, un vrai levier une vraie source de mal-être. Donc en fait, ils intègrent une idée clé à ce moment-là, que tout cela va dépendre en fait du rapport intérieur qu'on a soi à la comparaison. Donc en fait, c'est pas le fait de se comparer qui va être mal, c'est nous à l'intérieur comment on vit cette comparaison. Elle n'a pas d'effet unique, comme on a déjà commencé à le dire. Cette comparaison, elle n'a pas un effet. Elle dépend justement de la manière dont déjà la personne se perçoit elle-même. Et là, on rentre de plein pied dans l'estime de soi. L'estime de soi, c'est comment est-ce qu'on se perçoit, quelle valeur on se donne. Donc on peut avoir une certaine valeur, mais si nous, on ne la perçoit pas, on est dans l'estime de soi. Voilà, comment je me perçois. Et de cette perception va découler justement l'effet de la comparaison aux autres. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Soit ça peut, d'un côté, motiver, rassurer, aider à progresser, ou alors, au contraire, diminuer l'estime, se sentir complètement nul, créer de l'anxiété parce qu'on n'en fait pas assez, etc., etc. Donc, le point clé ici, ça va être la vulnérabilité de l'estime de soi. Cette estime de soi étant un peu fragile, va être d'autant plus démontable, on va dire, ou d'autant plus atteignable grâce justement à ce matraquage des réseaux auquel on est confronté 24 heures sur 24. Toujours pareil, on a deux sportifs où sportifs peuvent regarder exactement la même performance, la même personne sur Strava. L'un va se dire ok, putain, c'est inspirant, ça m'inspire pour ma prochaine séance, et l'autre va dire non, je suis nul, t'as vu, il était à telle allure, il était à tel pulse, moi c'est même pas mon allure sur 5 km, etc., etc. La différence, c'est pas la performance qui est observée, c'est vraiment la relation qu'on entretient avec notre estime de nous-mêmes. Et quand ça va devenir, justement, la comparaison va devenir vraiment toxique et va devenir un réel problème quand elle va toucher justement son identité. Donc là, on va plus comparer seulement, on va dire la première étape, c'était se comparer les résultats, les performances, etc. Et la deuxième étape, justement, c'est qu'on va commencer à comparer sa valeur personnelle. Et dans la valeur personnelle, encore une fois, c'est une des définitions de l'estime de soi. Quelle valeur on se donne. Donc à ce moment-là, on se demande plus est-ce que je cours bien, mais on va se demander est-ce que je suis légitime pour courir. Par exemple, des personnes qui n'ont pas le physique qu'on peut voir sur des réseaux. J'ai pas les fibres dessinées, je suis pas sec comme les gars ou les filles qui se montrent sur les réseaux que je suis. J'ai 5 ou 10 ou 20 kilos un peu en trop. J'ai pas un corps aussi harmonieux que le leur, je mérite pas de courir. Ça peut tomber dans des choses comme ça. Donc, on est largement sorti de la motivation, mais on est rentré dans quelque chose de toxique. Mais encore une fois, je nuance toujours, on a le sens inverse. Si je reprends cet exemple de poids, si on est en surpoids, mais qu'on a une estime de soi qui est quand même là, qui est quand même présente, c'est pas parce qu'on a peut-être un peu trop de kilos sur la balance qu'on est obligé de se sentir comme une merde. C'est OK. Ça peut donner vraiment envie de voir des personnes peut-être avec un corps beaucoup plus harmonieux, faire des performances incroyables et de se dire j'ai envie de ressembler à ça, donc bam, ça me met la petite étincelle pour passer à l'action. Donc c'est possible aussi. Et c'est surtout entièrement dépendant à chaque personne. Le problème des réseaux, c'est qu'on va avoir quelque chose qui va devenir automatisé et complètement incontrôlé. C'est-à-dire que je pense qu'on est beaucoup, beaucoup, beaucoup à sortir le téléphone et à même pas se poser la question de pourquoi on a sorti le téléphone. Donc les jeunes générations sont encore plus soumis à ce problème-là, c'est ils sont sur du scroll réflexe, hein, ils scrollent à l'infini. D'ailleurs, le scroll, c'est vraiment quelque chose qui a été inventé par un ingénieur, hein, c'est déposé, ça a été une révolution dans le monde des réseaux sociaux, c'est que avant, les pages se chargeaient,
Et on arrivait au bout d'une page. Maintenant, là, le scroll est absolument infini. On ouvre les réseaux sans faire attention, on ouvre Strava sans faire gaffe, on a juste envie de vérifier et on a juste envie de voir si notre dernière sortie a eu des likes ou pas de likes, etc., etc. Donc encore une fois, on est déconnecté avec ces réseaux du contexte réel et c'est ça qui pose problème. C'est ça qui pose vraiment, vraiment, vraiment problème. C'est que on a beau le savoir, ça va trop vite pour le cerveau. On sait que c'est pas la vraie vie, on sait aujourd'hui en 2025 que je sais pas, une personne qui a des centaines de milliers d'abonnés sur les réseaux, voire des millions, eh bien, son métier, souvent, est de faire du contenu. Donc, c'est son métier, donc c'est son gagne-pain, donc c'est fait de manière professionnelle, etc. Mais ça, le cerveau, il en tient pas compte. Le cerveau, il compare, point barre. Donc, il tient pas compte du vécu, il tient pas compte de l'histoire, il tient pas compte des contraintes. Si c'est pour le sport, bah, il tient pas compte de la fatigue, des blessures ou autre. Il tient pas compte de l'âge, etc. Il tient compte de rien, de la vie pro, de la vie perso. Le cerveau, lui, il compare de manière brute, sans nuance. Tu vois, il dit, voilà, toi, t'es comme ça, lui, il fait ça. Basta. Donc, c'est très brutal, c'est assez violent pour certains, et ça pose problème quand c'est fait de manière complètement automatique. On va avoir pas mal d'auteurs qui vont nous aider justement à contrebalancer ça. On a Christophe André, on a Fabrice Midal. Christophe André, il a un livre Imparfait, libre et heureux. Fabrice Midal, c'était, si je ne me trompe pas, Foutez-vous la paix, qui avait eu un succès remarquable. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Les titres parlent pour eux. On revient sur son estime de soi personnelle, ses valeurs personnelles et le regard des autres, on s'en fout. On revient sur quelque chose de personnel pour pas la fragiliser, cette estime, avec des critères externes. Justement, le problème de ces critères externes, c'est les résultats, les likes, la reconnaissance sociale. Est-ce que j'ai une image de bon coureur, de mauvais coureur, est-ce que je suis une bonne coureuse? On n'est pas dans des critères justement qui construisent une estime de soi. On est sur des choses qui peuvent donner de la motivation ou en enlever, comme on vient de le dire, mais on est surtout sur quelque chose d'externe à soi, donc on ne maîtrise pas. On a Nathaniel Branden également, lui c'est un psychologue également, psychothérapeute qui a passé toute sa vie à écrire des bouquins très connus sur l'estime de soi, notamment un qui a été un best-seller qui s'appelle Les 6 piliers de l'estime de soi et qui était particulièrement intéressant justement dans notre analyse ici, pour notre thème justement sur l'auto-acceptation, les responsabilités personnelles et l'intégrité personnelle. Et on peut facilement relier à ça des questions comme qui je suis quand je ne performe pas, qui je suis quand je ne cours pas. C'est des questions que vont se poser par exemple des athlètes de haut niveau, mais pas que, parce qu'on a des amateurs qui ont des volumes horaires d'entraînement absolument énormes, au-delà de 20 heures par semaine, 20, 25, 30 heures par semaine, voire plus peut-être. Bon, ça commence à être énorme, hein, mais quand ça s'arrête pour cause de blessure, par exemple, donc c'est un arrêt forcé, là, l'athlète va se retrouver devant une question, justement, qui je suis quand je ne cours pas? Ou qui je suis quand je ne fais pas de vélo? Les triathlètes, idem. Voilà, eux, ils ont 3 sports, donc peut-être que s'ils se blessent sur un, ils peuvent en faire un autre. Mais on est pile poil dans cette question et on a eu déjà des dizaines de retours d'athlètes, pour pas dire des centaines, qui décrivent cette période un peu de vide comme quelque chose de compliqué à vivre. Dans un des derniers podcasts publiés avec Gwendal Moisan, il nous parlait de sa blessure, qu'il avait tenue quand même longtemps, et que justement, ça a été un équilibre à retrouver parce qu'il avait un socle bien construit, un trépied bien stable dans sa vie d'athlète. Il avait son sport, sa famille et son boulot. Et là, du coup, il a toujours sa famille et son boulot, Dieu merci, mais il avait plus son sport, donc ça fait que le trépied, il se casse la figure. Et ça demande à allouer justement du temps pour autre chose, mais pour faire cette réflexion-là, il faut s'y pencher un petit peu, sinon ça peut vite devenir une angoisse. Il y a pas mal d'études qui sont sorties sur les 10 dernières années sur les réseaux sociaux et la santé mentale. Twinge et Campbell en 2018, Vogel et Hall en 2014. Et dans ces études, on a des liens clairs qui ont été mis en avant. Plus il y a de réseaux sociaux, plus il y a une baisse d'estime de soi, et plus il y a une augmentation de l'anxiété et de la comparaison. Donc plus on va s'exposer à des vies filtrées, et plus on va déformer en fait notre perception de la réalité. Donc c'est comme si
On passait, le temps qu'on passait sur les réseaux, ou sur internet, donner une réalité déformée, comme si on regardait un film toute la journée et que quand on revenait à sa vie privée, c'était, bizarre, monotone, peut-être, fade parce que c'est pas aussi clinquant que ce qu'on a trouvé sur les réseaux. Ce qui est logique parce que sur les réseaux, encore une fois, n'est pas la réalité. L'étude de Vogel et al. 2014, montre que la comparaison sociale sur Facebook et Insta est directement et encore une fois corrélée à une baisse d'estime de soi. Pareil, on peut transposer ça facilement à notre monde du sport d'endurance. On va voir, des corps très secs, très musclés, des performances extrêmes. Maintenant tout le monde y va de son FKT, de sa traversée, d'un département, d'un pays, de plusieurs pays. Enfin franchement, on est dans des trucs impressionnants. On a des monsieur, madame, tout le monde qui ont des performances absolument incroyables. Donc voilà, quand on est nous dans son petit bled et qu'on fait son trail de temps en temps, on peut se trouver un petit peu merdique à côté. On a aussi le storytelling, hein, le storytelling, complètement héroïque, j'ai survécu, no pain, no gain, tout ça. On sait que c'est chiant, mais ça n'empêche que c'est partout, partout, partout sur les réseaux. Je vais citer une personne également que j'ai reçue dans le podcast, Guillaume Millet, grand spécialiste de l'ultra-endurance et de la fatigue. Et dans plusieurs de ses ouvrages, justement, il rappelle que il y a un gros biais sur justement la perception de soi qui va directement avoir un impact sur l'auto-évaluation qu'on a de ses performances ou de soi-même. Et en dernier point, le rapport qu'on va avoir à la souffrance sont des points absolument déterminants en ultra-endurance. Et ce dernier point, je pense que je développerai dans un épisode complètement dédié, ce thème de la souffrance. Donc, donc d'expliquer cette différence entre la douleur et la souffrance. Et c'est absolument passionnant parce que justement, ça va dépendre de notre perception de la souffrance. Qu'est-ce que ça veut dire souffrir? Pour certains, une ampoule fait souffrir, pour d'autres, tant qu'ils n'ont pas le pied en sang, c'est pas grave. Mais ça n'empêche pas qu'ils ont mal. Donc, à quel moment notre cerveau déclenche le signal de souffrance? Et encore une fois, à quoi c'est lié, en fonction de qui, pourquoi. Donc c'est hyper intéressant. Et c'est surtout un élément déterminant en ultra-endurance, en ultra-trail. Sur cette année d'épisodes enregistrés avec des athlètes, sur les interviews d'athlètes que j'ai pu faire, quand on part sur un athlète blessé ou quand l'athlète veut bien parler justement de ses remises en question, de ses doutes, on arrive à chaque fois sur la pression que les réseaux exercent, sur cette comparaison permanente, sur le fait que tout le monde regarde les entraînements des autres, et même chez les élites, et surtout chez les élites aussi, ça touche tout le monde. Ça touche les amateurs, ça touche les élites. On voit à l'arrivée des grandes courses, souvent à l'UTMB, c'est la foire à la saucisse de ceux qui vont empiler des semaines monstrueuses avant, qui va en faire le plus. Et spoiler, c'est pas forcément ceux qui en empilent le plus avant qui arrivent devant. Mais justement, c'est marrant parce qu'on a beau le savoir, mais ça crée quand même une course à l'échalote et ça pousse l'athlète à aller justement en faire beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parfois, c'est bien et parfois, c'est trop. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est devenu omniprésent. Pareil chez les athlètes blessés. Un des points les plus durs à gérer, c'est de voir les autres. De voir les autres continuer leur vie, de voir les autres s'entraîner pendant que nous, on est cloués dans le canapé avec une douleur, avec une blessure. J'écoutais l'interview d'une athlète récemment qui disait qu'elle était allée en rééducation à Cap-Breton, donc assez loin de chez elle. Et justement, ça lui avait fait du bien parce qu'elle était avec des athlètes qui étaient dans le même cas qu'elle. C'est-à-dire des athlètes blessés, des athlètes en rémission de blessures, en rééducation, en réathlétisation, donc qui étaient dans une énergie justement de revenir, de souffrance, parce ils sont pas contents d'être blessés, c'est normal, plutôt que de rester chez elle dans son environnement sportif, où elle voyait tous les gens, tous ses potes, tous les jours s'entraîner et progresser. Donc ça lui faisait du bien mentalement aussi, justement, d'être avec des gens comme elle qui traversaient la même épreuve. Donc pour terminer, c'est bien beau tout ça, mais comment on peut se détacher justement de la comparaison, si possible, comme on disait, sans se couper du collectif. Donc l'idée ici, il ne s'agit pas de supprimer complètement la comparaison. On voit que c'est quand même, ça peut être un moteur et ça fait partie de nos vies, mais c'est juste de la remettre à sa juste place. Donc quelques pistes à développer, vous verrez en fonction de vos sensibilités. La première, c'est revenir sur un travail identitaire. Donc revenir sur son pourquoi, on en parle souvent, je dis pas le why exprès parce que je l'ai trop entendu, j'en peux plus, et parce qu'on parle français. Donc on revient à son pourquoi. Pourquoi je cours ?
pourquoi je partage ou pourquoi je ne partage pas. Qu'est-ce qui me nourrit vraiment dans ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de me prouver? Peut-être que j'ai rien envie de me prouver du tout. Est-ce que j'ai juste envie de passer du temps dehors? Est-ce que j'ai envie de me prouver que je peux atteindre tel chrono et ça va me faire kiffer vraiment, donc je me donne à fond pour ça. Et après, je suis très très fier de le partager parce que bah voilà, j'ai une fierté et j'ai envie de la partager aux autres. Bah ok, mais voilà, revenir à son pourquoi et pas faire les choses, si possible, hein, le moins possible, bah, en fonction des autres. Deuxième élément, l'idée c'est de passer d'un repère externe à un repère interne. Donc on revient un peu à la même chose. On essaye de passer sur des priorités ou des valeurs intrinsèques plutôt que des valeurs extrinsèques. Comme on disait au début de l'épisode, on va rarement, en regardant Strava, on va rarement comparer les sensations, le plaisir, la cohérence globale de l'entraînement et la progression personnelle, etc., etc. On va regarder les chiffres, les chiffres, les chiffres, les chiffres, le cardio, les vitesses, le temps, les kilomètres. Le dénivelé. Je refais une aparté, heureusement qu'il est là, hein, ce cher casquette verte. Je pense qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui le suivent savent que il en fait trop, il est toujours blessé. Il y a une époque où il en était quasiment assez fier, mais ça, il s'est tellement fait torpiller qu'il s'est un peu calmé là-dessus. Mais il n'empêche que ça n'empêche pas les gens de vouloir faire pareil. Même si d'un œil, ils savent il en fait trop, qu'il est blessé, que machin, que ci, que là et qu'on n'est pas dans sa vie. Bon bref, on compare ce qui est incomparable. Là, il vient d'avoir un enfant, mais jusqu'à présent, il n'en avait pas. Donc, bah, je connais des gens qui vont se comparer à casquette verte avec un métier, 50 heures de boulot par semaine, les mains dans la terre, agriculteur ou autre, ou maçon, avec 3 enfants à la maison, quoi. Je pense que ça n'a absolument rien à voir et que ça ne peut que exploser à un moment ou à un autre. On va intégrer un repère, encore une fois, qui est extrinsèque, un repère externe à notre vie à nous, à notre réalité à nous, et on va faire de ce repère un peu un point, bah, un repère, hein, comme son nom l'indique, quelque chose vers lequel on veut tendre. Et ça peut justement créer un peu de tension, quoi. Donc voilà. Troisièmement, bah, on peut changer ses questionnements, encore une fois, hein, souvent de tout ce qu'on va faire dans la préparation mentale, c'est du questionnement et souvent on a nos réponses, hein. On a souvent nos réponses, on n'est pas complètement demeuré, mais on a du mal à les appliquer et ça c'est normal. On peut changer la question, je vous donne un exemple, plutôt que de se dire est-ce que je fais mieux que les autres, est-ce que je peux courir mon sub machin ou rentrer dans mon top 100, on peut dire est-ce que je suis aligné avec ce que je fais aujourd'hui? Est-ce que j'ai envie d'aller courir aujourd'hui? Pourquoi je vais courir aujourd'hui? Est-ce que je sais que si je veux faire ça, je vais devoir un peu me faire mal, entre guillemets, et m'entraîner beaucoup pendant quelques mois, mais je suis OK avec ça parce que c'est ce que je veux faire moi. C'est pas, je veux pas juste cocher une case, faire telle course parce que je veux cocher l'UTMB, je veux cocher la Diag. Et pour terminer, bah, comment faire pour utiliser les réseaux consciemment? Bah, c'est pas facile. Et ben, je sais voilà, c'est un peu des portes ouvertes, hein, mais voilà, utiliser son téléphone et ses réseaux de manière consciente. Essayer de le garder comme une source d'inspiration, et pas de comparaison. Suivre les personnes qui nous élèvent et dégager tout ce qui va nous faire sentir, moins bien ou plus petit, et cetera. Par rapport à ceux qui postent, bah, accepter de pas tout montrer non plus. Essayer de conscientiser le fait que, la plupart des choses qui sont sur Insta sur les réseaux sont des choses, qu'on veut montrer aux autres. Donc si on veut les montrer aux autres, c'est souvent parce que ça nous met en valeur. Donc ça marche aussi pour les autres, c'est les autres se mettent en valeur. Donc voilà, c'est pas la réalité, c'est pas la vie, ça fait partie de nos vies, mais c'est pas la vie. Se détacher de la comparaison, c'est pas forcément renoncer, à tirer vers le haut, c'est pas renoncer à la performance. C'est juste arrêter de confondre ce que tu fais, donc ce qu'on fait et ce qu'on est. Et ça va être la grande différence entre la confiance en soi aussi et l'estime de soi, qui évidemment fonctionnent ensemble, sont liés, sont étroitement liés. Mais ce qu'on fait et c'est de l'ordre de l'action, donc c'est de l'ordre de la confiance. Et ce qu'on est, c'est de l'ordre de l'estime. Donc, il ne faut pas confondre les deux. Les deux ont des valeurs différentes et il faut surtout comprendre pourquoi l'un et l'autre fonctionnent. Et sur ce sujet que je trouve absolument passionnant, vous trouverez une capsule dans la mini-formation gratuite juste sur ce thème-là, à savoir la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. Et voilà, quels sont les mécanismes qui favorisent la confiance et l'estime, et qu'est-ce qui fait que l'estime peut baisser ou la confiance, et entraîner les deux, et comment on fait pour avoir un cercle vertueux plutôt qu'un cercle vicieux. On arrive à la fin de cet épisode, ça fait déjà longtemps que je parle, j'espère que cet épisode vous aura plu, j'espère qu'il vous aura permis de comprendre un petit peu
Pourquoi justement cette comparaison sociale et qui a été accentuée par les réseaux est vraiment pas du tout quelque chose, à prendre à la légère. Je vous laisse avec quelques questions. À quoi je me compare quand je cours? Voilà. À qui je me compare quand je cours? Je vous donne un élément de réponse. À soi-même, ça serait très bien. Voilà. Je me compare à moi il y a 1 an, je me compare à moi il y a 3 ans et je prends, encore une fois, même si je me compare à moi il y a quelque temps, j'aurais plus de facilité à prendre en compte un contexte que j'aurais jamais sur les réseaux. On ne peut pas se comparer aux autres qu'on ne connaît pas et même quand on se compare à soi-même, faire preuve de bienveillance envers soi-même pour se dire: «OK, j'ai peut-être moins bonnes performances que l'année dernière, bah, c'est normal, j'ai eu moins de temps pour m'entraîner, j'ai bossé comme ci, comme ça, ou j'ai perdu mon job, ou j'ai pris du poids, ou j'en ai gagné, j'en sais rien». Et à inversement de dire: «Ah bah, voilà, là je suis assez fier de moi, parce que j'ai progressé depuis 2 3 ans, je suis linéaire, je sens que je progresse, ça fait du bien, ça me fait trop plaisir». Et j'analyse quels ont été mes critères de progression. Sortir de ce repère, qui est normal, hein, on cherche un repère pour se comparer, comme je vous l'ai dit au début. Sortir de ce repère externe pour trouver des repères internes, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour stopper ce besoin de se comparer de manière néfaste et se comparer à des gens, de l'extérieur, à un filtre qui n'est pas la réalité. Allez, on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao! Cet épisode est déjà terminé, j'espère qu'il vous a inspiré ou apporté des pistes concrètes d'évolution. Si c'est le cas, merci de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est un geste simple mais tellement important pour soutenir ce travail indépendant et continuer de vous proposer des invités de qualité. Si vous souhaitez aller plus loin et optimiser votre préparation mentale, contactez-moi directement via mes différents canaux. Le premier entretien découverte est gratuit. Pour suivre mon actualité, je vous donne rendez-vous sur Instagram et LinkedIn. À la semaine prochaine, dans un prochain épisode d'Ultra Mental.